Effectivement, la question des pollutions entre dans la conscience des citoyens depuis le début de la société industrielle, mais cet envers du progrès a été pleinement caractérisé dès les années 70, en résonance sur les limites de la biosphère, et donc sans parler encore du réchauffement climatique. Le rapport Meadows en 1972 avait modélisé déjà un effondrement des systèmes de production dans les années 2020, donc c'est dans quelques années, suivi d'un effondrement de la population humaine à partir des années 2030. Il faut savoir que ce scénario de référence, qui a été actualisé en 2004, a été confirmé aujourd'hui par de nombreux travaux des économistes. On y a introduit des paramètres, mais finalement les grandes tendances n'ont pas été démenties. Donc si on suit le rapport Meadows, oui, un effondrement est en cours, et ces manifestations les plus brutales sont prévues pour survenir au cours du XXIe siècle. En résonance sur les gaz à effet de serre, à la fin des années 70, Jules Charnay a produit, donc à la demande de l'administration Carter, la première modélisation de l'effet de serre d'origine anthropique à l'échelle mondiale. Et cette modélisation a d'ailleurs constitué la matrice des travaux futurs du GIEC. Et ce rapport 79 disait que si le dioxyde de carbone continue de s'accumuler dans l'atmosphère, le groupe d'experts ne voit aucune raison de douter que des changements du climat en résulteront, ni aucune raison de penser qu'ils seront négligeables. Nous sommes en 79. Et le rapport dit également que les premiers effets du réchauffement mettront des décennies à être décelables et qu'attendre et voir peut conduire à attendre qu'il ne soit trop tard. Mais les responsables politiques attendent. Et au cours de la décennie 79-89, une petite communauté de scientifiques a essayé de mettre la question climatique à l'ordre du jour de l'agenda politique et ils n'y sont pas parvenus. C'est une histoire qui a été racontée cet été dans un article fleuve paru dans le New York Times. En 1992, à l'initiative d'Henry Kendall, donc, qui est un prix Nobel de physique et qui était le président de l'Union of Concerned Scientists, plus de 1700 scientifiques lancent l'appel de Rio, qui alerte la collision du développement avec les limites de la planète et qui craignent que l'humanité ne pousse les écosystèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu de la vie. Donc, si nous voulons, je cite, si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d'opérer un changement profond dans notre gestion de la Terre et de la vie qu'elle contient. Nous approchons alors déjà les limites de ce que la planète pouvait tolérer sans entraîner des dommages graves et irréversibles. Mais alors, l'industrie du mensonge, qui a été soutenue par l'industrie du tabac et de l'amiante, s'est employée, avec succès, à couvrir médiatiquement cet appel de Rio par un pseudo-appel de Heidelberg qui visait à mettre en garde contre l'obscurantisme écologiste. Les dernières décennies ont été des décennies d'observation passive, on pourrait dire, du point de vue politique, de la dégradation de la viabilité de la biosphère. L'intoxication physique et biologique des milieux par le développement thermo-industriel provoque des phénomènes catastrophiques que l'on commence donc à observer, dont le plus considérable est évidemment le changement de régime climatique. Ce qui nous amène déjà en 2017, à l'occasion du 25e anniversaire de l'appel de Rio, un second avertissement à l'humanité nous écrit que la trajectoire mortifère n'a pas dévié, en pointant 8 domaines sur 9 où les tendances défavorables à une biosphère durablement viable se sont poursuivies et accentuées. Au total, les 15 000 chercheurs de la seconde alerte à l'humanité estiment que nous avons déclenché un phénomène d'extinction de masse, le 6e en 540 millions d'années. Donc, selon le rapport qu'a présenté Dorota Telska, je ne vais pas y revenir, que nous atteindrons les 1,5 degré aux alentours de 2040, c'est-à-dire avec 60 ans d'avance sur l'échéance 2100 de l'accord de Paris. Donc, nous ne sommes absolument pas dans les clous, évidemment.
Mais par contre, donc, ce rapport estime que jusqu'à présent, les émissions de gaz à effet de serre ne suffiront pas à elles seules à atteindre donc, le réchauffement à 1,5 degré. Mais ça suppose effectivement que, comme l'a dit Dorota tout à l'heure, les émissions de gaz soient coupées de 45% par rapport au niveau de 2010. Donc 45% à l'échelle mondiale, c'est 80% pour les pays industrialisés. Quand on parle de 45%, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Et puis donc cet été, il y a eu un article qui est apparu donc, sur les Proceedings of National Academy of Science, le 6 août, qui explique qu'autour des 2 degrés, il y existe donc le risque que des seuils soient atteints et qui nous fassent basculer vers un réchauffement continu, même si les émissions humaines sont réduites. Donc en quelques décennies, la température moyenne mondiale pourrait dépasser celle de l'ensemble des périodes interglaciaires au cours des 1,2 million écoulés pour atteindre 4-5 degrés. En réalité, nous n'en savons rien, puisque là, nous sommes dans un cercle vicieux qui fait qu'il n'y a plus de lisibilité en fait, du phénomène climatique. Donc effectivement, cela pourrait enclencher la fonte complète des calottes du Groenland et de l'Ouest Antarctique, qui déclencherait une élévation potentielle donc, de 17 mètres au niveau des océans. 17 mètres, hein, ce n'est pas quelques centimètres. Si on ajoute l'Antarctique Est, qui s'avère ces derniers mois moins solide que précédemment estimé, on ajoute 12 mètres supplémentaires, ce qui entraîne des niveaux de mer qui effectivement se comptent maintenant en dizaines de mètres. Les cycles hydrologiques seraient notablement accélérés, des sécheresses, des inondations bien plus sévères qu'aujourd'hui, et c'est un scénario d'emballement climatique. C'est le scénario dit de la Terre étuve, hein, qui serait évidemment peu propice à la perpétuation de la civilisation telle que nous la connaissons, et c'est probablement cette information qui a compté dans la démission de Nicolas Hulot, puisqu'il en parle en fait dans son interview de France Inter. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2018 et la plus grande partie du mal est fait. Le monde de demain sera très différent de celui que nous connaissons et à relativement court terme, a insisté Hervé Le Treut dans un article donc, de La Croix du 2 juillet. Les lieux habitables pour l'homme se raréfient déjà et nous avons en perspective effectivement des centaines de millions d'hommes et de femmes qui seront amenés probablement à quitter leur terre natale qui sera devenue invivable. Donc l'humanité aujourd'hui, on peut dire, est déjà entrée dans la zone des dangers. Alors, qu'ont fait les politiques? Elles ont été informées de toutes ces perspectives. Hein, elles sont informées en priorité. Et pourtant, les signataires de l'accord de Paris se montrent encore aujourd'hui en train de contredire leur propre contribution, alors même que ces dernières ne sont pas même suffisantes pour maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 à 2 degrés. Dans son rapport du 31 octobre 2017, l'ONU considère qu'un écart catastrophique s'est creusé entre les engagements pris par les États et les efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris. Donc, les engagements sont insuffisants, mais les engagements ne sont pas tenus non plus. Hein, donc, c'est aujourd'hui là où nous en sommes. Et donc, l'ONU Environnement, dans son dernier rapport, considère qu'il est urgent d'accélérer l'action à court terme et de renforcer les ambitions nationales à long terme. Il est clair que si l'écart n'est pas comblé d'ici à 2030, il est extrêmement improbable que l'objectif de maintenir le réchauffement global bien en dessous des 2 degrés puisse encore être atteint. La France, notamment, s'éloigne de ces objectifs et augmente ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015. Nous avons, en 2017, dépassé la cible de notre plan climat de 7%. Et selon le rapport de l'IDRI, même tonalité, cet écart grandissant appelle un renforcement substantiel de la politique climatique et il y a urgence, car sinon, la crédibilité du projet de transition pourrait rapidement s'éroder. Ça, c'est le rapport de l'IDRI qui est paru hier. Et je vous rappelle également que le secrétaire général de l'ONU, donc le 25 septembre dernier, s'est adressé aux chefs d'État en Assemblée générale pour leur dire, en français d'ailleurs, nous sommes à un moment charnière, le changement climatique va plus vite que nous. Si nous ne changeons pas de cap dans les 2 années à venir, nous risquons de perdre le contrôle de la situation. C'est effectivement l'illustration de l'article que je vous ai montré tout à l'heure.
Notre action en tant que dirigeants mondiaux n'est pas à la hauteur. C'est toujours Antonio Guterres qui parle. Nous devons écouter les éminences scientifiques. Nous devons regarder la réalité en face. Nous devons être plus ambitieux et faire preuve d'une plus grande urgence. Nous devons garantir la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cela signifie cesser de subventionner à coups de milliards les combustibles fossiles, fixer un juste prix du carbone et cesser d'investir dans des infrastructures non durables qui entretiennent des pratiques pernicieuses pendant des dizaines d'années. Fin de citation. Donc au total, sous l'effet de politiques publiques somnambules, l'extension extravagante de la sphère productive opère en ce moment même l'extinction la plus massive d'espèces vivantes du Cénozoïque, et ce sont maintenant les plus vulnérables d'entre nous qui se trouvent directement menacés, non seulement dans les pays lointains, mais également en Europe. Dès lors, l'attente des citoyens se transforme en angoisse et en fantasme de solutions locales et fermées aux autres. D'autres en sont encore à se mobiliser pour que les équilibres vitaux de la biosphère soient respectés par le laminoir thermo-industriel et le personnel politique. Nicolas Hulot a raison. Il est urgent de nous organiser entre nous pour que les responsables politiques retrouvent leur mission première, la protection des populations exposées à leurs errements. Donc il faut changer les priorités, il faut changer les méthodes. La réussite de l'accord de Paris suppose une révision drastique des politiques publiques. Les transformations à mettre en œuvre doivent être rapides, profondes et multisectorielles. Réduire fortement la demande d'énergie par habitant, des énergies renouvelables dominantes, extraire le gaz carbonique de l'atmosphère par un reboisement massif, réduire les émissions des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, mais aussi assurer la protection des populations et une transformation rapide du rôle et des missions assignées aux institutions. Pour Jean Jouzel, ce ne sera possible que si tout le monde s'y met dans tous les pays et quel que soit le secteur d'activité. Les politiques doivent prendre le taureau par les cornes, mais il est cependant douteux que le sursaut politique puisse avoir lieu sans une vigoureuse mobilisation citoyenne. Voilà, par exemple, ce soir, nous avons invité tous les députés de la région Hauts-de-France, nous avons invité tous les maires de la métropole et quelques-uns en dehors de la métropole. Certains ont désigné des représentants. Alors, y a-t-il ici des représentants de maires ou de députés? Une. Et deux, effectivement, c'est Stéphane. Il y a aussi un représentant du président de la région qui est là. Xavier Bertrand s'est excusé, mais il a envoyé un de ses meilleurs équipiers. Voilà. Donc merci de représenter les élus de la région. L'île de Tourcoing. Mais en tout cas, vous conviendrez que vous n'êtes pas très nombreux. Donc, voilà quelques principes auxquels nous avons réfléchi au sein du Pacte Finance-Climat dans nos réunions thématiques, que je vais vous exposer brièvement. Le premier principe consiste à ne pas se focaliser sur les politiques climatiques et sur le paquet énergie-climat ou sur les infrastructures. Si une telle focalisation du débat assurait l'efficacité des décisions, nous l'aurions déjà remarqué. C'est maintenant au tour des citoyens de vouloir responsabiliser les dirigeants. Si la protection des populations est la responsabilité première, et si l'intégrité de la biosphère constitue la condition essentielle de cette protection, alors l'intégrité de la biosphère est la condition essentielle de l'exercice de la responsabilité. En d'autres termes, nous sommes fondés à penser que toute décision qui attente aux équilibres de la biosphère contrevient à la responsabilité première. Elle n'est pas sérieuse, comme disait Aurélien Barraud, et elle pourrait tendre à leur disqualification. Le second principe consiste à lutter solidairement contre toutes les menaces. Les perturbations climatiques, biologiques, socio-économiques que nous connaissons constituent des signaux d'alarme multiples pour une même dynamique thermo-industrielle, dont il s'agit de cerner les moteurs. Il y a des moteurs physiques, la puissance de feu, l'intégration mécanique et de plus en plus numérique. Il y a aussi un moteur culturel, l'avidité du capitalisme d'actionnaires, la recherche obsessionnelle de l'efficacité du capital. Et c'est l'ensemble qui conduit à la fragilisation du tissu productif et du tissu vivant, et aussi à des attaques systématiques des dispositifs de protection collective. Cette dynamique ne produit pas seulement des risques collectifs supplémentaires, elle obscurcit aussi les perspectives d'avenir. Elle produit du mal-être, du ressentiment
et, il faut le craindre, des révoltes et des guerres. Elle érode plus généralement notre capacité à trouver des réponses collectives à sa puissance de feu. Pour faire face, il convient d'abord de refuser de cloisonner les politiques publiques. Nous observons tous les jours que les politiques actuelles dans les domaines du climat, de l'économie, de la protection de l'environnement et du cadre de vie, de la santé, de l'industrie, etc., aujourd'hui isolées les unes des autres, conduisent à des effets négligeables et contradictoires sur les grandes menaces collectives. Maintenir ce cloisonnement des réponses selon les effets observés au travers de dispositifs spécialisés est le chemin le mieux balisé vers un accident intégral dont l'humanité pourrait ne jamais se relever. L'enjeu en termes de politique publique consiste donc à passer du répertoire coûteux de la gestion des épisodes critiques et de la réparation dans chacun de ces segments à celui d'une prévention, d'une atténuation et d'une adaptation conçue à hauteur des phénomènes adverses qu'elles affrontent, sur le moyen et le long terme. Le troisième principe est la nécessité de penser explicitement en termes de transition. Après avoir dessiné les frontières, la dynamique thermo-industrielle façonne l'ordre mondial et confère la puissance. Elle ne se conteste pas seulement par des argumentaires volontaristes. Inversement, miser sur son effondrement avant d'agir n'est pas non plus praticable, car cet effondrement peut signifier ipso facto la disparition de notre civilisation, si ce n'est de l'espèce humaine. Il nous faut donc miser sur une transition consciente et profondément démocratique. Des collectifs engagés, des dispositifs de science citoyenne, un environnement normatif consistant et des institutions au service de la mobilisation citoyenne. Enfin, mesurons que les menaces qui assaillent la planète et affligent les plus démunis sont pour une large part le produit de l'histoire de l'Europe. Nous avons la responsabilité morale de proposer des modèles qui permettront de sortir de l'impasse, consistant par exemple à régénérer la terre par l'agroécologie et la permaculture, engager la troisième révolution industrielle utile, à savoir celle des low-tech et de l'économie circulaire, et surtout à se montrer solidaire des pays du Sud et de leur population dans l'adversité. La France, considérée comme gardienne des accords de Paris, doit prendre la tête d'une campagne internationale sur le climat, la biodiversité et la santé. Il n'y a pas de projet international plus urgent que celui-là, où l'Union européenne puisse agir plus utilement pour la paix, pour la préservation du vivant, pour la consolidation de son modèle social et pour la permanence de son projet politique. Pour favoriser cette transition, pour aider la mobilisation citoyenne, les leviers sont multiples. Au sein des collectifs du Pacte Finance-Climat, nous proposons la mise en œuvre d'une stratégie de soutien aux initiatives locales dans les territoires qui activent différents leviers, parmi lesquels, finalement, je n'extrais que le levier de la santé-climat, puisque Pierre, tout à l'heure, va très largement développer la partie finance-climat, la partie financière. Donc, pour vous dire que la santé, s'ouvrant aux questions environnementales et climatiques, permet de concentrer les actions sur l'hygiène collective et sur la préservation des équilibres qu'il est vital de ne pas rompre. C'est la définition de la santé-environnement, qui a été établie par l'OMS depuis un quart de siècle, et qui est pourtant quasiment inconnue des professionnels de santé. Donc, je vous la livre, elle a 25 ans. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Et c'est là où c'est important, elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc concrètement, il s'agirait en pratique, dans un premier temps, de faire en sorte que les professionnels de santé intègrent les questions climatiques, de faire des professionnels de santé des professionnels de l'environnement et du climat. En effet, la santé des personnes et des populations passe de plus en plus par la représentation des dynamiques adverses, au-delà de l'objet maladie référencé et tarifé. Il convient donc de missionner les responsables sanitaires sur la documentation des effets délétères des stratégies thermo-industrielles actuelles, puis d'intégrer ce savoir dans la formation des professionnels de santé. Nous pouvons alors impliquer le service sanitaire dans la lutte contre le changement climatique, faire des professionnels de santé des experts d'une mobilisation citoyenne qui contribue à éviter des troubles à la collectivité dont les coûts de prise en charge sont d'ores et déjà prohibitifs. Il n'y a qu'à penser à l'épidémie actuelle de maladies chroniques. Et nous pouvons aussi, par ce biais,
constituer des indicateurs sanitaires de court terme des politiques climatiques et environnementales. Dans un second temps, les politiques climatiques pourront s'appuyer sur la santé-climat comme composante principale de la protection des populations. Au-delà du moyen de mobiliser les citoyens, nous devons pouvoir intégrer les bénéfices sanitaires de court ou moyen terme des politiques publiques, un aspect essentiel qui n'est pas pris en compte actuellement dans les évaluations trop centrées sur les seuls aspects financiers. En outre, la présence des victimes identifiables lors d'un procès induit un lien d'imputabilité, à défaut de causalité, qui change la nature de la faute et constitue donc un moyen de peser fortement sur les décisions des dirigeants. Il nous faut intégrer ce secteur sanitaire dans le périmètre des politiques climatiques. La transition écologique et solidaire du secteur sanitaire ne se limite pas à la construction de nouvelles cathédrales hospitalières de haute qualité environnementale. Elle suppose la présentation d'un plan de réduction d'émissions à la hauteur des autres secteurs d'activité, ce qui peut d'ailleurs constituer une motivation puissante pour une réorientation substantielle des cotisations et des investissements vers ce qui permet de rester en bonne santé plutôt que d'être soigné après avoir été frappé. Et nous proposons enfin d'identifier les politiques climatiques comme d'authentiques pratiques d'hygiène, à l'instar de l'hygiène publique du XIXe siècle, qui est à même d'assurer effectivement la santé des générations actuelles et futures. Je vous remercie.